Bonjour à tous et bienvenue à ce club RH à Grilla Grand Est. Euh, un club RH effectivement qui a été monté finalement en partenariat avec le cabinet McAnders. Donc je laisserai effectivement Aurore Schneider et Nathalie Lemauff se présenter et puis ensuite dérouler l'ensemble de leur présentation. Euh, Veillez bien effectivement à couper vos micros pour éviter des éléments parasites. S'il y avait des questions, n'hésitez pas. Effectivement, il y a le chat. Et puis, il y aura des moments effectivement où entre de pause pour pouvoir rééchanger au besoin. Donc voilà, pas de souci par rapport à ça. Avant de démarrer, est-ce que c'est OK pour tout le monde qu'on puisse enregistrer le webinaire pour pouvoir effectivement, à ceux qui n'ont pas pu participer, le rediffuser? Est-ce que ça va à tout le monde? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait que ce ne soit pas enregistré? Bon, sans réaction, ça valide pour tout C'est le tout bon. monde. Merci, effectivement, ça permettra de repasser l'information à ceux qui n'ont pas pu participer. Merci à vous. Madame Schneider et Le Moff, je vous laisse la main et la Oui, parole. ça marche. Alors, hop. Est-ce que tout le monde voit la projection? Je pense que c'est OK, parce que oui, c'est tout. OK. Déjà, je vous propose on se présente l'une l'autre. Alors, pour ma part, moi, je suis Aurore Schneider, je suis ingénieure agroalimentaire de formation et j'ai travaillé pendant presque 20 ans en amont et en aval de la filière agro, donc en grande distribution, puis retour à la production sur des fonctions de direction qualité, donc d'un site de production en Alsace, en agro. Et avant de rejoindre du coup Mackinder sur des fonctions de consultante en recrutement et donc d'accompagnement d'entreprises dans leurs projets de recrutement. Nathalie. Nathalie Lemot, certaines personnes que je vois dans la réunion ont peut-être déjà entendu ou vu. Ça fait 16 ans que j'interviens sur le management et l'accompagnement des talents. J'ai pour habitude de dire c'est sur toute la vie professionnelle, avant un entrée en poste, dans la mobilité en interne et malheureusement sur éventuellement des reconversions des projets. Précédemment, contrairement à Aurore, je ne suis pas ingénieure agronome, mais plutôt une opérationnelle et j'ai été chargée d'affaires pendant 10 ans dans l'industrie. Ma présence aujourd'hui avec vous, c'est pour parler du sujet moi, qui m'anime encore plus que l'industrie agroalimentaire, c'est de la transférabilité de compétences. Voilà. Hop. Et si ça ne défile pas. Ça défile. Donc, du coup, pendant cette présentation, on va aborder trois grandes thématiques. Tout d'abord, je vais démarrer avec les grandes tendances du recrutement, quelques chiffres clés et marquants, avec un petit focus sur le Grand Est et rappeler quelles sont aujourd'hui les motivations au changement des candidats. Et puis, Nathalie vous parlera plutôt de des méthodologies des recrutements et du coup, comment adapter, face au constat qu'on aura fait avant, comment adapter sa stratégie de recrutement face à l'obsolescence accélérée des compétences? Donc, voilà. Alors, pour démarrer, sur les grands chiffres qui sont marquants aujourd'hui, on se rend compte que la durée moyenne des recrutements est passée à 12 semaines contre 9 en 2020. Donc, il y a un allongement finalement de ces durées de recrutement et notamment presque 6 mois sur des métiers en tension. Donc, c'est quand même un indicateur important et majeur à prendre en compte. Un taux de rupture de période d'essai qui est quand même aujourd'hui qui a augmenté de plus 41% dans l'industrie, principalement à l'initiative du collaborateur. Et on constate également une augmentation des rémunérations de l'ordre de 4,77%. Ces chiffres-là démontrent finalement un changement de modèle dans l'approche des candidats. Aujourd'hui, on a presque la moitié des candidats du Grand Est qui sont à peu près sûrs que si jamais demain ils perdent leur emploi, ils peuvent en retrouver un rapidement. Deuxième point important à savoir, c'est aujourd'hui, quand ils veulent candidater quelque part, ils vont se renseigner, ils vont passer vraiment l'entreprise au peigne fin, se renseigner. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe des sites comme Glassdoor qui vont permettre d'avoir un maximum de renseignements sur la qualité de vie dans l'entreprise. Et donc, ils vérifient un peu tous ces aspects-là. Donc, c'est pour quand même presque l'ensemble des candidats.
Et 2 tiers des candidats ont déjà refusé une offre d'emploi aujourd'hui, suite soit une mauvaise expérience de recrutement, soit une proposition salariale qui les attire pas, hein, clairement. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, si on fait un focus un peu plus poussé sur la partie plutôt agroalimentaire, hein, donc on voit quand même que en termes d'industrie agroalimentaire, on pèse quand même pour 10% de l'effectif national aujourd'hui. Donc c'est quand même pas rien. Et qu'il est prévu donc une bonne dynamique sur 2024 qui est de recruter à peu près 5 350 cadres. Donc contre 4 000 l'année dernière, donc c'est quand même une vraie belle dynamique. Cependant, on voit que les difficultés de recrutement restent quand même fortement présentes, notamment 72% pour les populations cadres, avec des motifs et des motifs de difficulté qui sont une insuffisance des candidats, des profils qui sont pas forcément en adéquation avec les postes, et puis les conditions de travail aujourd'hui que les candidats recherchent. On a aussi un quart des entreprises qui aujourd'hui ont abandonné leur process de recrutement, au moins un, tout simplement parce que pour pallier à cette difficulté, ils se réorganisent différemment. Et voilà, ils ne trouvent pas, donc ils préfèrent se réorganiser. Et 84% des entreprises aujourd'hui, en 2023, ont assoupli leurs critères, notamment celui de la rémunération. Donc voilà, les difficultés sont vraiment là. Et de ce fait, les entreprises sont obligées de s'adapter, hein, clairement. Si on fait un focus plutôt, du coup, la Grand Est, donc si on prend la dernière étude de l'APEC sur ces sujets-là, on constate que les prévisions de recrutement pour 2024 sont quand même de 28% dans l'industrie en Grand Est, ce qui est vraiment nettement supérieur au chiffre national, quelque part. Donc, ce qui fait que couplé à une augmentation des investissements industriels sur le secteur avec des gros projets dont vous avez probablement connaissance, les difficultés de recrutement vont être accrues encore plus sur notre zone géographique. Donc, c'est un chiffre qui est important quand même à prendre en compte. Et dans le Grand Est, les gens qui sont justement plutôt en PME ou en ETI sont très fidèles. Donc voilà, quand ils sont dans une entreprise, ils y restent longtemps. Et ça aussi, c'est quelque part une difficulté quand il va falloir aller recruter ou conduire ou pallier, enfin en tout cas, couvrir ces recrutements. Si on reparle simplement des motivations au changement, là, pas de grand changement. À 2024, les motivations principales des collaborateurs restent les mêmes. On est toujours sur la rémunération, ça c'est le premier critère, et la situation géographique, le contexte économique fait qu'aujourd'hui, les gens ils réfléchissent à 2 fois avant d'aller travailler à 1 heure de route parce que ça a un impact forcément financier. Et petit changement, c'est l'équilibre vie pro, vie perso qui quand même ressort aujourd'hui à 26%, ce qui n'était pas forcément le cas avant le Covid. Donc, mais sinon, globalement, toutes ces tendances restent les mêmes depuis les 2023. Alors du coup, face à ça, face à ces chiffres, quels sont les enjeux de demain pour vous, entreprise? Ça va être finalement d'accompagner déjà la montée en compétences donc nécessaires en lien avec les nouvelles technologies dans vos industries ou dans les nouveaux secteurs de développement, d'identifier des compétences actuelles par rapport aux compétences transverses, d'élargir aussi le sourcing des candidats, de ne pas rester focus, mais voilà, multiplier finalement les pistes de sourcing, de développer une vraie stratégie d'intégration des nouveaux entrants, clairement. On parle de période d'essai, donc il faut vraiment réussir cette partie-là. Et puis, nous, en tant que recruteur, quelque part, alors moi qui fais ce métier-là depuis 3 ans aujourd'hui, ce que j'ai pratiqué finalement depuis le début, c'est plus qu'un rôle de recruteur, c'est vraiment un rôle de coach en fait. On a des candidats qui sont conscients aujourd'hui de leur attractivité, donc du coup, voilà, il faut les convaincre. On est toujours sur des candidats qui sont à la recherche du poste idéal. Donc, avec plein de critères, de choix et de sélection. Donc, là aussi, il faut les coacher par rapport à ça. Coacher les candidats plus frileux, parce que quelque part, ils ont peur de changer. Donc, c'est à nous aussi de les convaincre. Et puis aussi, identifier ou coacher les candidats qui seront plutôt opportunistes et pour pouvoir les transformer vraiment en vrais candidats. Donc voilà pour cette première partie qui va être vraiment finalement un focus sur les données clés et les enjeux de demain en termes de recrutement.
Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Bon, l'idée, comme vous avez compris, c'était plutôt de se remémorer tous les éléments qu'on connaît ou dont on a pris connaissance ensemble et qui nous demandent, je pense à tous dans cette pièce virtuelle, une adaptabilité ou une agilité d'ailleurs, si on doit utiliser des termes qu'on utilise maintenant en recrutement. Une fois qu'on s'est dit ça, on va quand même essayer de trouver l'opportunité et de discuter plutôt des méthodologies qui s'offrent à nous dans le cadre du recrutement. On trouve aujourd'hui, moi je trouve qu'il est hyper important de revenir sur tout ce qui est à notre disposition pour être certain aujourd'hui, pas forcément d'innover sur celle-ci, mais de les utiliser à bon escient. L'annonce. Aussi loin que le recrutement existe, on va être tous d'accord, il y a des annonces. Ce qu'il faut qu'on ait en tête, malgré tout, c'est la manière dont elles sont perçues par rapport à, si comme moi, vous avez connu les annonces papier. C'est-à-dire qu'une annonce, c'est bien, si vous ne faites pas du multicanal, vous faites partie des 60% qui ne sont pas assez visibles sur le marché. Et il n'y a pas que les job boards. Il y a également les organismes professionnels. Enfin, on est bien placé pour en parler ici. Je pense qu'il faut communiquer, surcommuniquer assez régulièrement. Ensuite, ayez toujours en tête, ça fait un parallèle avec ce que disait Aurore, en plus que les candidats se renseignent, ils ont un avis sur vos annonces. McAnders, on communique plus du tout par annonce ou très très peu. Ce qu'on peut vous dire en revanche, c'est que les candidats nous font toujours autant de retours sur les annonces. Ce qui est assez triste, c'est d'entendre qu'ils trouvent qu'elles sont mal rédigées, mais aussi et surtout qu'ils n'ont pas les mêmes attentes que vous. Vous aviez entendu le débat, je pense, qui date d'il y a 2 ans, où certains sites voulaient nous obliger à mettre la rémunération et à l'afficher. Sachez qu'il y a quand même plus de 80% des candidats, ça c'est une étude qui a un peu plus d'1 an, donc je pense que ça a dû évoluer, qui aimeraient la rémunération. Il faut l'avoir en tête et se dire que ailleurs, en France, ça se pratique énormément et ça n'empêche pas d'avoir des candidats. Ensuite, les lettres de motivation. Alors peut-être que vous êtes tous aguerris, certains le demandent encore. Sachez qu'il y a des générations qui ne répondent pas aux annonces parce qu'il y a écrit qu'il faut rédiger une lettre de motivation. Je tiens à le repréciser parce qu'on n'est pas forcément tous conscients de cette donnée, qui ne répondent pas à l'opportunité. C'est dommage, sachant qu'on peut la demander à un autre moment. On m'avait demandé, dans le cadre d'une présentation, de repréciser mon avis sur une annonce. Alors, on en aura tous une. Je vous propose de revenir sur une méthodologie. Dites-moi si c'est trop long, si vous avez besoin qu'on précise en plus. Je pense que vous allez être tous d'accord, en tout cas, qu'il faut qu'on parle de l'amont, c'est-à-dire clarifier les missions sur lesquelles on veut se positionner, choisir un titre adapté. Ce sont tous des éléments qu'on nous a formés il y a longtemps. Revenir sur la simplification, retenir qu'il faut simplifier son processus, suivre les candidats et adapter son langage, même quand on rédige une annonce. Quand on regarde des annonces qui ont 10 ans ou celles qui ont 10 jours, on constate, et c'est ce que les candidats nous disent, qu'elles sont toutes identiques, toutes, je ne vais pas être grossière, on s'ennuie quand on les lit, avec une multitude de tirets. Et pour faire simple, c'est « je recrute pour telle entreprise, leader dans tel domaine, les missions sont tac, 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 tac. Nous recherchons un profil diplômé de ». On a pour multiplier, et on a fait plein d'études et d'essais de notre côté, pour multiplier le nombre de candidats, je parle bien de nombre, pas de qualité, on se rend compte qu'il est important de présenter l'entreprise. En fait, il faut véritablement storyteller son entreprise, y amener de l'humanité et du contexte. Ne pas hésiter à préciser le contexte pour lequel on recrute. Si c'est un départ à la retraite, pas juste dire dans le cadre d'un remplacement. Si c'est parce qu'on complète un service, si c'est simplement parce qu'on manque de bras, pourquoi pas. Mettre en avant les particularités de la mission. Trop souvent, je vois des postes de responsable comptable où l'entreprise a oublié de me dire qu'il y avait de la cotation en bourse. Ça change tout le poste et en même temps, ça rend l'entreprise peut-être plus attractive face à certains candidats. Préciser les contraintes. Trop peu d'entreprises osent le faire. Pourtant, c'est intéressant. C'est-à-dire que vous êtes dans un milieu hyper convivial et bienveillant, mais il faut avoir en tête qu'on est dans une entreprise familiale qui aura peut-être besoin de votre flexibilité en ce qui concerne l'outil informatique. L'idée, c'est véritablement d'être transparent,
d'être concret. Je vous donne un seul exemple sur les études qu'on a pu faire qui concernent la Moselle-Est, dans une industrie équipementier automobile, où on avait un contexte sur le service comptable, il n'y a pas pire. Hein. Recruter sur les contrôles de gestion et comptable, c'est assez difficile. Et on a multiplié par 10 le nombre de candidats à partir du moment où on a dit, voilà, on a un service qui a vu partir trop de monde, et on est passé de 5 à 2 personnes. Aujourd'hui, on cherche des personnes qui vont avoir envie de construire, de remettre des procédures en place dans une entreprise qui va bien. C'est juste qu'on n'a pas eu de change. Je vous la fais assez courte et réduite, mais je vous assure qu'on a augmenté le nombre de candidats et le retour des personnes qu'on avait, c'est j'ai compris le poste, j'ai compris et j'ai envie de comprendre un peu plus ce qu'il y a derrière et donc de présenter ma candidature. Ce que ça ne change pas, par contre, c'est la qualité des profils. Mais je ne connais pas la longévité de certains au poste. Moi, j'ai démarré le métier juste de recruteur il y a 16 ans. Il y a 16 ans, j'avais entre 150 et 200 CV sur une annonce. Aujourd'hui, je suis très contente quand j'ai 20 candidatures. Hein. Une fois qu'on a parlé de l'annonce, on ne va pas passer plus de temps sur la partie réseau professionnel et cooptation. Et ayez en tête que la cooptation, c'est des chiffres qui sont très récents. Malheureusement, sur une vraie processus de cooptation, il y a encore trop peu d'entreprises qui l'utilisent. Pourtant, elle a tendance à répondre à toutes les problématiques qu'évoquait Aurore tout à l'heure, notamment le turnover, l'intégration plus rapide, la compréhension du poste. Et la partie réseau professionnel, ça se développe beaucoup plus en France, mais on a encore un peu de retard par rapport à d'autres pays, notamment par rapport à l'Allemagne, qui est assez fort dans l'extra-professionnel sur la partie réseau. La mobilité interne, c'est toujours un sujet que j'aime bien aborder pour plusieurs raisons. Celle qu'on disait tout à l'heure, l'intégration est plus facile pour vous, les passerelles, vous les identifiez, vous gardez une culture d'entreprise et une logique, hein, et vous fidélisez bien entendu vos collaborateurs. Ce qu'on visualise moins, et pour ça on a besoin de vous le dire, c'est que vous faites en mobilité interne ce que vous ne m'autorisez pas en tant que recruteur. Et c'est tout mon sujet. Ce que je exprimais plus simplement, en mobilité interne, vous identifiez sur un collaborateur son potentiel évolutif sur une fonction qu'il n'a pas aujourd'hui. Quand vous faites un recrutement à l'externe, aujourd'hui encore très souvent, on va chercher la personne qui fait le poste pour le poste à pourvoir, un poste à poste, pour faire ça. Alors que ça fonctionne en mobilité interne. Donc, c'est intéressant de le voir, de faire l'effet miroir dans ce sens-là. Quand on parle de méthodologie, on parle d'adaptabilité. Comme on demande aux candidats d'être agiles, on se doit de l'être aussi. Les multigénérations, alors ce dessin, vous devez l'avoir vu. Moi, j'aime beaucoup ce petit dessin parce que je trouve que c'est le mieux fait et le plus visuel pour définir les différentes générations. Donc, je l'utilise assez souvent. J'aurais bien aimé avoir l'idée de faire celui-ci. Cependant, ça ne sert à rien pour un recrutement. Ce dossier-là nous permet simplement de connaître les années, le nombre de générations et de savoir comment ils sont quand ils sont en poste. Ce qu'on ne voit pas sur ce document, c'est comment ils sont quand ils sont en mode recherche de poste. Voilà. Ce qu'on apprend, vous le savez déjà, on peut le compléter dans le mode recrutement. Aujourd'hui, les candidats changent plus de fonctions. On est passé de 10 postes dans une vie professionnelle à bientôt, je mets 18, en réalité, il y a des études qui disent entre 20 et 23. Hein. Oui, on a tendance à rester plutôt 5 ans en poste et la génération Millennium ou Z va y rester encore moins. C'est dû à des obsolescences de compétences, peut-être à des métiers qui seront différents, c'est évident. Mais à aujourd'hui, ce n'est pas ce qui change notre modèle quand on recrute. Ce qui change entre les générations, quand nous, on se met en position de recruteur, c'est leurs attentes. Ce n'est pas la même chose que quand on est manager. Ça va vous parler, vous le savez de manière induite, c'est que un baby boomer, si vous commencez à lui parler d'agilité, de travail hybride, de management transversal, d'une organisation qui est beaucoup plus flat, une proximité de son dirigeant, il va vous écouter, mais finalement, vous n'êtes pas en train d'appuyer sur un moteur de motivation, puisque ce qu'il cherche principalement, c'est sa reconnaissance dans son expertise qu'il va pouvoir apporter à votre entreprise et la sécurisation de son poste. Donc, on pourrait être aux antipodes.
des personnes comme moi et Aurore, qui sommes plutôt de cette génération, on a 45 ans, si vous ne nous parlez pas de structure hiérarchique claire, de possibilités d'implication managériale très paternaliste, parce qu'on a quand même encore grandi dans ce domaine-là, on va avoir l'impression que vous êtes en train de nous parler d'un modèle qui, nous, agile, nous demande déjà de la réflexion. Et c'est en ça que penser à la multigénération, aux différentes générations qui sont quand même aujourd'hui non pas 4, mais bien plutôt 5, si on compte vos alternants dans les entreprises, devient intéressant. Parce que si on reprend les annonces, la cooptation, la manière dont on mène un entretien, on va devoir parler d'une manière différente, utiliser des outils différents pour être sûr d'être au diapason. On en revient à nos vieilles formations de émetteur-récepteur dans le cadre d'une communication. Quand on va parler à une génération millénium, je pense que vous le voyez toujours, mais gardons-le en tête. Finalement, on a déjà laissé tomber les SMS. Ça avait déjà été dur pour moi de confirmer un entretien par SMS. Maintenant, c'est WhatsApp. Donc, bon, eh ben, je suis passée à un autre outil. Mais pour eux, c'est tellement logique et tellement flexible que si on continue, et heureusement, on ne l'a pas fait, mais si on caricature, non, on les appellera plus sur leur fixe. Hein, je caricature volontairement, mais c'est pour vous donner d'autres sujets. Ce slide-là, je ne vais pas vous le dérouler. On vous enverra la présentation. C'est intéressant pour vous, pour vos chargés de recrutement, je pense autant quand on va communiquer avec une génération que pour pouvoir s'interroger sur ce que je vous disais précédemment, sur rédiger une annonce ou créer son questionnement quand on est en entretien. Voilà. En conclusion, ce que je dis toujours sur les générations, c'est que on est 20 ans ou 65, ce qu'on veut dans un contexte économique et un écosystème comme aujourd'hui, c'est la même chose. Une rémunération adaptée au poste qu'on occupe, un travail qui nous plaît et la possibilité d'être dans une vie professionnelle assez bien pour avoir une vie épanouissante personnellement également. Voilà. On a tendance à imaginer que quelqu'un qui a entre 45 et 65 ans parlerait moins d'équilibre vie pro-vie perso. En fait, dès que c'est quelque chose de sympa, toutes les générations copient sur la pyramide de Maslow. Je vous ai remis ça. Je ne vais pas en faire un état, en plus je la trouve pas très jolie. Il faudra un jour qu'on la refasse mieux. Mais c'est parce qu'avec Aurore, on constate depuis plusieurs mois, enfin depuis 2022, qu'on nous redemande régulièrement, mais comment je choisis un cabinet? Je dois reconnaître la première, qu'à aujourd'hui, comme disait ma grand-mère, on tape dans une poubelle, il y en a une centaine qui sortent. Ça pourrait être adapté à mon métier. Il y a beaucoup de choses différentes, beaucoup de choses intéressantes aussi. Je pense que la classification des cabinets, elle est toujours la même. Ce qui a changé dans les cabinets, c'est les métiers sur lesquels on intervient. Parce que l'écosystème, comme je disais tout à l'heure, et l'économie, mais également la pénurie des compétences, nous a fait un peu déborder sur nos métiers initiaux. Retenez que souvent, le cabinet que vous allez choisir ou l'agence d'intérim est fonction du niveau de poste ou de compétences que vous allez chercher. C'est ce qu'il faut retenir en priorité. Et face à ça, vous avez toujours ces méthodologies d'approche directe, ces méthodologies mixtes ou des gens qui sont plutôt sur le vivier. Ce qui va changer, c'est le mode de facturation et la technicité des gens que vous aurez en face, tout bêtement. Mais c'est plutôt logique. Le dernier point, avant qu'on y arrive, qui est, comme je vous disais, mon sujet de préférence et que je pousse en permanence au quotidien. Est-ce que vous avez des questions? Vous voulez que je précise quelque chose sur les générations, sur la rédaction d'annonces ou autre chose? N'hésitez pas à ouvrir vos micros, hein, parce que des fois les questions peuvent être longues, ça ne va pas me dire du tout. Ouais. Ok. Alors, qui dit difficulté de recrutement dit nouvelles possibilités. Une fois qu'on a amélioré les outils que je vous ai dit différemment, qu'on les a adaptés, il faut qu'on trouve de nouvelles solutions et donc on devienne agile. Moi, je parle de transférabilité, d'autres vont parler de passerelle. La définition, elle est assez simple, hein, c'est identifier dans un collaborateur ses aptitudes qui vont lui permettre d'acquérir de nouvelles compétences de manière plus aisée en fonction de son profil.
pour parler de ça, il faut revenir sur la notion de soft skills. Ça fait 10 ans qu'on nous en parle. Pour autant, il y a eu quelques sujets comme je ne suis pas un CV, des questions d'entretien un peu différentes, des vidéos avec des questions, vous avez peut-être vu ou participé, qu'est-ce que vous feriez si vous gagnez 1 million d'euros, enfin ce genre de choses pour identifier. Ce qu'il y a de certain, c'est que les hard skills, pour rappel, sont toutes les compétences techniques qu'on peut obtenir dans le cadre d'un diplôme ou d'une formation, sont en pénurie. Il n'y en a pas une, on ne va pas citer qui ne l'est pas. Et une fois qu'on s'est dit ça, donc, partant de ce principe, on peut effectivement attendre qu'il y ait plus de personnes diplômées qui sortent des écoles, mais on va revenir sur l'écart de génération. Moi, par exemple, en 16 ans, quand j'ai commencé, on m'a dit que les ingénieurs qualité, c'était compliqué à trouver. 16 ans après, c'est encore plus compliqué à trouver. Et plein d'autres métiers, c'est comme ça. Donc, si on se dit que les compétences techniques sont difficiles à identifier ou pauvres, qu'on est face à des candidats qui ont des projets de reconversion, en plus d'être convaincus dans un marché de plein emploi qu'ils vont trouver, que la durée des compétences devient plus rapidement obsolète face à des outils informatiques et même les innovations technologiques industrielles. Il faut qu'en tant que spécialiste des ressources humaines et recruteur, on sache identifier rapidement les soft skills auprès d'un collaborateur. Un soft, c'est la manière dont on voit les choses, c'est les seules compétences qui évoluent au fur et à mesure de notre vie professionnelle, sans formation. C'est en fonction d'un contexte. Sur cette page-là, vous retrouvez les compétences qui sont les plus appropriées dans le cadre d'un contexte de transférabilité de compétences. C'est-à-dire que ça fait plusieurs semaines ou mois que vous cherchez quelqu'un, mais que vous n'arrivez pas à l'identifier. Donc, vous décidez à ce moment-là, dans votre service RH et avec votre cabinet de recrutement, d'ouvrir sur des compétences auxquelles vous n'avez pas pensé et qui pourraient être adaptables. Il faut que vous puissiez voir chez le candidat que vous évaluez la capacité d'apprendre à apprendre. C'est tous les éléments de rebond, de curiosité, de leadership, pas dans le sens managérial, leadership projet, la fameuse intelligence relationnelle pour aller chercher l'information, qui vont lui permettre de développer les compétences dont vous avez besoin réellement. Pour ce faire, vous avez vos compétences qui sont présentes depuis, pour certains, de nombreuses années, que ce soit dans l'entreprise ou à la fonction et l'expertise que vous occupez. Et sinon, il y a plein d'outils qui peuvent effectivement, pour certains, paraître obsolètes ou désuets. Moi, je pense que tout outil qui aide à recruter, à partir du moment où il est utilisé de la bonne manière, c'est-à-dire en soutien pour confirmer un recrutement et pas juste uniquement pour recruter, c'est-à-dire si on n'utilise que lui, c'est pas la peine, est vraiment favorable en fait. Vous avez toutes les mises en situation. Une visite d'usine, vous devez certainement le faire. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on fasse une visite d'usine et qu'à la fin de la visite d'usine, on me dise c'est dommage, il n'a pas posé cette question. Donc ça me met le doute. En réalité, si vous attendez que le candidat vous pose des questions, préparez-les vous-même avant. Les questions que vous pourriez poser au candidat dans le cadre de la visite. Challengez-le. Peut-être que pour lui, il ne s'est pas rendu compte que c'était important. Des travaux préparatoires. De plus en plus, je propose qu'on demande, suivant le niveau de fonction au candidat, une fois que le premier entretien est fait, de dire voilà, présentez-nous une réalisation. Vous avez 3 slides. On ne vous demande pas plus, maxi 3 slides. Présentez-nous quel est le meilleur succès, la plus belle réussite, le truc dont vous êtes le plus fier dans votre entreprise. Et laissez-le libre cours. Vous allez pouvoir voir à l'intérieur de cet exercice, s'il est synthétique, qu'est-ce qui pour lui est une réussite? Est-ce qu'il vous donne des éléments quantitatifs, si c'est intéressant pour votre poste? Mais c'est intéressant et ça vous permet de le visualiser vraiment à sa fonction, dans son rôle, dans ce qu'on lui demande au quotidien. Les entretiens structurés, peut-être qu'on a fait tellement d'entretiens ces dernières années qu'on en perd en compétences techniques. Un entretien structuré, c'est vraiment du semi-directif. C'est donnez-moi un exemple, à quel moment vous avez dû prendre une décision difficile dans votre service, quelle est la dernière fois que vous l'avez fait, comment vous l'avez fait. Challengez-les. 1 heure d'entretien ne suffit pas pour comprendre un candidat, donc autant l'utiliser à bon escient. Tous les tests de personnalité,
qu'il soit psychométrique, de motivation, refaites un entretien, reparlez-leur. J'ai une collègue qui, sur les fonctions commerciales, privilégie l'immersion, en fait. Elle organise avec l'entreprise 1 ou 2 jours de tournée pour voir l'attitude du commercial. Le pré-onboarding se fait de plus en plus. Donc, c'est des intégrations avant le premier jour d'intégration. Et ça, c'est un exercice un peu difficile, que ce soit pour nous ou pour le candidat. Des rencontres qui vont être informelles chez le prestataire, c'est-à-dire par exemple chez moi, pour voir son attitude, lors d'un déjeuner, sur des fonctions de direction. Je trouve que c'est super intéressant. Mais il faut être à l'aise avec l'exercice. Accorder de l'importance aux références. Tous les cabinets ou les prestats doivent faire des références. Vous le savez, pas sauvage, c'est un fait. Mais dans ces cas-là, vérifiez que l'interrogation ou l'usage que vous en faites, c'est pas juste pour vérifier une date d'entrée et de sortie, mais c'est son attitude, ce qu'il a porté comme projet et peut-être qui c'est comme manager. Je pense que des fois, on le challenge pas assez, cette partie-là. Voilà. Et créer un référentiel de compétences si vous n'en avez pas encore, ça peut être une bonne idée, notamment sur les aptitudes. Comment, c'est à peu près, comment identifier les soft Il skills? reste peut-être encore 10 minutes, ça va? Je vous ai pas entendu. Ah, C'est pardon. quelqu'un qui. Donc, pratiquer la transférabilité de compétences et identifier, créer ou utiliser tous les outils que je vous ai donnés. En dehors des outils, c'est véritablement reprendre vos fiches de poste ou les projets que vous avez industriels et vraiment lister les compétences cibles. Souvent, et d'ailleurs, ils ont même refait une pub, ils ont ressorti un terme à la mode que je n'avais pas entendu depuis plusieurs années. Moi, c'est le mouton à 5 pattes. Dernièrement, il y a eu une pub, ça m'a étonnée la première fois que je l'ai entendue en me disant c'est dommage, j'espérais que les entreprises aient évolué sur ce sujet. Donc oui, on ne pourra pas lister toutes les compétences, on sait tous qu'on ne pourra pas les obtenir, donc peut-être sur une annonce c'est sympa à mettre, mais finalement, nous on invite dans notre métier à dire donnez-moi 3. Donnez-moi 3 qui font dans le contexte de votre entreprise et face à l'équipe, on ne peut pas déroger à ces règles. Mais ça veut dire que les autres, on peut les ouvrir. Il faut les classer, ces compétences. Il faut trouver peut-être des mentors en interne si on n'a pas les compétences pour former le nouveau ce qui aura, et qui viendra de la transférabilité. Autant de sujets, je pense que si on les prend, ces données-là, c'est des outils que vous utilisez dans le cadre de la mobilité interne et moins dans le cadre de recrutement. Et c'est éventuellement sur ces opportunités-là que je vous interroge ou je vous invite à réfléchir aujourd'hui. Alors nous, et je pense qu'Aurore, elle aura des exemples qui vous parlent encore plus dans votre secteur. Moi, je peux, dans votre secteur d'activité, mais on a beaucoup d'exemples qui marchent quand on nous a laissé la place, nous en tant qu'RH, mais aussi en tant qu'opérationnel ou dirigeant. Des exemples marquants, c'est que effectivement, un ingénieur qualité fournisseur, de par son métier, on n'y pense pas tout de suite, mais ça fait très bons acheteurs, je vous assure. Et c'est logique en mobilité interne, souvent notamment dans l'automobile et l'aéronautique, mais beaucoup moins quand on est au quotidien dans son entreprise en région Grand Est. Donc, osons le faire. Le plus grand écart que j'ai eu à faire, c'est un vendeur de chez Zara, alors pas n'importe lequel, 15 ans de vente en distribution, qui est aujourd'hui pusher chez Arcelor. Voilà, Ouais, de mon côté, c'est vrai que j'ai pour le coup, comme on travaille dans différents secteurs d'activité, des gens par exemple qui étaient directeurs qualité R&D dans les matériaux de construction, qui ont basculé dans une industrie agroalimentaire en plus de renom. Donc, parce qu'il y a cette sensibilité aux normes. Alors certes, il y a quand même une mise à niveau réglementaire, hein, si on parle de sécurité alimentaire à faire, mais à partir du moment où la personne elle a l'appétence pour ça et qu'elle comprend le mode de fonctionnement, ça fonctionne en vrai. Pareil sur des gens qui étaient plutôt sur des fonctions de manager production opérationnelle en sidérurgie ou en métallurgie, qui basculent aussi en agroalimentaire. Et c'est des vraies réussites en fait, hein. Ça démontre une adaptabilité basée encore une fois sur les soft skills et après quelques compétences clés, techniques, normatives à transférer. Donc ça fonctionne vraiment et ça permet finalement souvent de trouver des solutions.
Ce sera notre mot de la fin, trouver des solutions. Sachez que c'est ce qu'on prône, je vous le dis au quotidien. Chez Macander, c'est ce qu'on met en avant principalement. Il faut savoir qu'on appelle un cabinet comme nous qui se positionne plutôt sur de l'approche directe, donc ce qu'on appelait dans les années 80 de la chasse, donc c'est-à-dire d'identification de profils sur leurs compétences et des gens qui ne font pas la recherche en réalité. Notre métier, on fait appel à nous quand c'est difficile en fait. Quand vous avez tous les indicateurs que dit Aurore, on les connaît par cœur parce que c'est ce qu'on nous dit, je vous appelle de manière grossière. Souvent, ça fait 6 mois qu'on cherche, donc on s'est dit qu'on allait vous appeler, donc on a l'habitude de ce contexte, mais ça veut dire que nous, on doit être apporteur de solutions parce qu'on ne peut pas refaire ce que vous avez bien fait. Vous avez fait une bonne annonce, vous avez fait des bons entretiens, c'est pas pour cette raison que vous allez faire appel à nous. Donc, quand on vous présente toute cette transférabilité, on est assez convaincu du sujet parce que c'est ce qu'on commercialise et c'est sur lequel, je dirais même, on milite au quotidien. Si vous me permettez mon côté un peu militant sur le traitement. Est-ce que, du coup, je vais arrêter le partage, comme ça je vois peut-être s'il y a des sujets dans la conversation, mais est-ce que vous avez des questions? Ou des sujets que vous avez envie d'approfondir Alors moi, si vous aviez même vécu un exemple, je serais preneuse parce que c'est toujours intéressant d'entendre les rebonds qui peuvent se faire. Non, pas de remarques, pas de commentaires ou pas. En tout cas, j'aurais peut-être une question. J'ai en tête quelques entreprises qui recherchent souvent des responsables en production agroalimentaire et qui ne trouvent pas. Demain, on vous confie une mission de ce type-là. Vous parlez effectivement d'évaluer les soft skills. Vous allez chercher sur quel type d'autres secteurs, hein, et comment vous allez procéder. Enfin, comment En pratique, la première chose qu'on fait, c'est d'identifier avec Aurore, parce que l'agroalimentaire, vous savez comme moi que ça va être on va préciser, c'est très grand en fait comme secteur, on va préciser avec vous votre processus de fabrication et le parc machine. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va aussi vous parler, et là, c'est Aurore c'est ma patrouille qui me rappelle, donc jusqu'où les normes agroalimentaires, enfin le côté normatif aussi, hein, réglementaire du métier. Parce qu'une fois qu'on a fait ça, en réalité, nous, notre rôle, c'est d'identifier en face à quel endroit on va avoir les mêmes sujets, d'accord? À quel endroit on va avoir cette transformation de matière, le même flux. Parce que sur un responsable de production, notamment, il y a effectivement souvent, hein, et on le comprend dans le sujet, on dit voilà, il faut qu'il vienne de l'agroalimentaire. Mais en réalité, suivant le domaine, s'il vient d'un autre secteur, ce qui est peut-être le critère le plus important, c'est l'organisation industrielle, c'est-à-dire est-ce qu'on est en flux continu? Est-ce qu'on est sur du process lean? Et quand on commence à discuter avec les entreprises, on se rend compte que c'est plus l'agroalimentaire le véritable sujet, tu es d'accord avec moi, oui. C'est l'organisation de la production de l'usine qui est le plus important. Et notre premier rôle, il est là, en fait. C'est d'identifier non pas tout de suite l'idée du soft skills, mais d'abord bien comprendre comment fonctionne votre usine. Et aussi les entreprises qui connaissent vos industries agroalimentaires. J'ai un truc qui me vient en tête, la personne qui fabrique vos contenants 1000 litres pour stocker l'huile, par exemple, clairement, que ce soit le gars de la maintenance ou de la production, ils ont quelque part aussi les mêmes normes et du coup, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas en fait. Ils connaissent déjà les exigences, ça fait partie des cahiers des charges. Donc ça peut fonctionner. Donc oui, la personne ne travaille pas dans une usine agroalimentaire à proprement parler. En revanche, en tant que fournisseur ou prestat, on peut avoir les exigences en tête et du coup bien les connaître. Donc ça peut être des solutions aussi. Oui, c'est vrai. Oui, puis elle parle d'un sujet d'actualité là, qui est Oui, mais clairement. Clairement. Donc oui. Alors je prends là l'exemple d'un packaging, mais ça peut être d'autres sujets. Les gens qui interviennent, je sais pas, sur les nuisibles, par exemple, ça peut marcher aussi. Enfin, ils connaissent vos exigences. Donc voilà. Après, dépend du type de poste, hein, on est d'accord, mais ça mérite de s'y attarder. Merci. Je vous en prie. Après, comme dit, on est disponible. Si jamais vous avez d'autres questions qui reviennent a posteriori, n'hésitez pas à revenir vers nous.
On y répondra bien volontiers. Euh, On a fait en sorte, parce que l'exercice Teams, c'est toujours un peu particulier, de le faire le plus factuel possible. Et c'est que vous puissiez sortir avec je me permets le terme, des tips et des idées. Faut vraiment pas hésiter à vous rapprocher d'Aurore. Je pense que en plus du métier qu'elle fait aujourd'hui, je vois vraiment qu'elle a une vision qui est très complémentaire à la mienne, qui, enfin, au bout de tant d'années, je suis plus recruteuse. C'est réellement avec moi une industrielle de votre secteur d'activité. Je trouve que c'est assez percutant. Et si ça peut vous donner des idées, je connais Aurore, elle sera ravie de le faire. bien sûr. Mm. Et on est pas mal dans le timing. Donc, voilà. Merci, merci mesdames. Il y a Ouais. peut-être d'autres questions ou d'autres Eh bien, commentaires En tout cas, de toute façon, conversation, je vois que ça écrit, mais oui, voilà, ça écrit, mais il y a les petits points qui bougent. Et on reste suspendu aux petits points qui bougent. En tout cas, voilà, on rediffusera aussi après le webinaire à la fois les éléments et puis les contacts aussi. Ça permettra peut-être de rebondir, d'avoir. C'est peut-être aussi des sujets qu'on pourrait reprendre aussi sur des prochains clubs RH, ou en tout cas pour approfondir une thématique ou l'autre. On s'est. Je vous confirme, mais je rebondis oui. sur vos propos, je vous Bien confirme sûr. que chaque point peut être développable. Si, que ça concerne, j'ai fait, on s'y attend pas, hein, mais un atelier de rédaction d'annonces, on se dit toujours, tiens, c'est tellement vieux, on ne le fait plus. Mais je pense qu'on est tous tellement à l'affût de candidats. Et puis, il faut aussi renouveler sa marque employeur, on peut le faire. L'adaptabilité ou le jeu de questions en entretien, ça se fait très très bien, hein. Les formations entretien semi-directif, c'est sympa de faire des mises à jour. Et donc oui, ça peut être autant de sujets qui sont traités de manière individuelle. Je me suis permis de répondre à votre place pour Madame Petit-Colas, mais je sais bien que sûr, on partagera voilà, les éléments et les coordonnées. Pas de souci pour que chacun puisse prolonger l'échange. Donc, il y a trois petits points qui bougent à nouveau, donc on va les laisser en suspens. Ok. Après, oui, je ne sais pas si il y a d'autres éléments que vous souhaitez aborder éventuellement. C'est Ok, pour ça marche. merci, au revoir. En tout cas, merci beaucoup à tous pour votre écoute. On espère à très bientôt et à votre disposition, comme le disait Aurore, si vous souhaitez partager creuser un peu plus. Ouais. Bonne fin de journée. Merci en tout cas. Et puis pour l'ensemble du groupe, voilà, on reviendra vers vous aussi à la fois pour ce webinaire-là, mais aussi Semaine nationale de l'emploi en agroalimentaire du 4 au 8. Voilà, il y a certains qui nous ont déjà contactés. On a plusieurs animations en prévision. Je pense sur la Meuse, on est en train de réfléchir à organiser un job dating. Donc voilà, Fromagerie d'Angers, je pense qu'on va revenir aussi vers vous. Voilà. Mais, en tout cas, s'il y a d'autres projets, n'hésitez pas. Et puis on vous tient au courant aussi pour les autres clubs RH. Merci Madame Schneider et Madame Mo. Merci à Pour vous. votre Merci participation et puis la présentation. Merci à chacun pour la participation et bonne journée à tous.